bonsoir à tous. Dans le cadre du certificat Management et Psychologie au sein des organisations de l'IAE Paris-Sorbonne et du cabinet CRISIP, et dans le cadre du réseau des alumni de l'IAE, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Stéphanie Heuillon, manager RH et psychologue, qui va nous présenter son intervention Mieux manager en maîtrisant ses biais cognitifs. Ok, merci Marie. Je suis ravie de vous avoir. On est, je sais pas combien, on est 10 autour de la table. Enfin autour du micro même, j'ai envie de dire. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir discuter plus qu'un cours descendant ou une présentation descendante. Et moi, ça me va. Donc, si vous êtes ok avec ça, n'hésitez pas à interagir et à ouvrir votre micro. J'ai voulu cette présentation très interactive. Parce que c'est beaucoup plus sympa pour moi, et comme on sort tous d'une journée de travail, je suis très ravie de vous passer un moment le micro et de ne pas être toujours en train de parler. Alors, moi je suis Stéphanie Heuillon, je suis senior manager dans un cabinet de conseil à la Défense. Je suis de formation psychologue et je suis par ailleurs également coach. Je vais intervenir au sein d'un programme qui s'appelle Management et Psychologie au sein des organisations, qui est porté conjointement par l'IAE Paris-Sorbonne et le cabinet CRISIP qui nous accueille, et dont on va parler à l'intérieur de cette formation d'impact managérial, d'engagement, de performance des équipes et d'action sereine. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de techniques de management, je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus intéressant, je vais vous parler de votre cerveau. Et en parlant du cerveau, je vais parler surtout du cerveau du manager. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle cerveau manager, on parle compétences avant tout. Il demande à un manager de se présenter, il va se dire moi je suis quelqu'un d'assez objectif, je sais prendre du recul, je prends des décisions hyper rationnelles, en tout cas j'essaye, et pourtant, on sait que les recherches en psychologie cognitive, récentes ou moins récentes, montrent exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a vraiment un problème concernant la rationalité. Et j'ai envie de vous dire même que si on va chercher du côté des neurosciences cognitives, vous savez, celles qui travaillent même avec des IRM fonctionnels qui permettent de voir la gestion, j'allais dire, chimique et électrique du cerveau, il y a un certain nombre de recherches qui montrent que pour certaines décisions que l'on pense rationnelles, comme par exemple appuyer sur un bouton ou même lever le petit doigt, qui sont des décisions assez simples, eh bien, on se rend compte que ces décisions, elles sont visibles chimiquement et électriquement avant que la personne qui concrétise ce geste dans l'action n'en prenne conscience et décide donc d'appuyer sur le bouton. Il y a une différence de l'ordre de 300 millisecondes quelquefois entre l'être humain qui vous dit j'ai pris cette décision et ce que l'on peut voir dans le cerveau qui active le fait de bouger un doigt ou d'appuyer sur un bouton. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau, il initie souvent une orientation, une préférence dans la décision, qui se fait de manière inconsciente avant même que nous, êtres humains, nous en ayons pleinement conscience. Et c'est notre raisonnement conscient qui arrive derrière pour justifier, pour confirmer, pour parfois modifier cette orientation, mais c'est toujours le cerveau qui décide avant. Et ça me pose un problème presque philosophique et épistémologique, c'est-à-dire qu'on va être non pas des êtres rationnels, mais des êtres rationalisants. C'est-à-dire que nous prenons des décisions qui sont quelquefois à l'insu de notre plein gré et qui sont rationalisées a posteriori par notre comportement, par nos justifications. Par la suite. C'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a quelque chose en nous qui vient biaiser les décisions pourtant rationnelles qu'on voudrait prendre. Et en management, les erreurs, elles sont là, et elles ne viennent pas du tout des compétences, elles ne viennent pas du tout d'un manque de compétences ou d'une compétence qui serait mal adaptée à un niveau de situation. Elles viennent effectivement de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de ce biais et de cette différence entre ce que l'on croit être rationnel et ce qui ne l'est pas. Alors dans cette présentation d'1 heure, je vais vous montrer que ça n'a rien à voir avec votre intelligence.
Et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Et on va essayer de comprendre pourquoi, et on va surtout voir comment essayer de prendre les meilleures décisions avec quelques petits tips que j'emprunte à ce grand maître de la prise de décision qui est Olivier Sibony, et dont je voulais vous parler un petit peu pendant cette heure qu'on va passer ensemble. Je vous propose qu'on commence par jouer. Parce que franchement, c'est quand même plus sympa si on joue ensemble que si on s'écoute, enfin, si vous m'écoutez pendant une heure sans jouer. Je vais vous donner comment on appelle ça, une énigme, en quelque sorte. Si vous la connaissez, s'il vous plaît, n'indiquez rien. Laissez les autres patouiller dans leurs recherches. L'énigme est la suivante. Un père et son fils ont un grave accident de voiture sur la route. Le père meurt sur le coup. Le fils est entre la vie et la mort. Il est récupéré par les ambulanciers et mené directement à l'hôpital en très très grande urgence. Et l'anesthésiste rentre dans la salle, il le voit, il lui dit moi je ne peux rien faire car c'est mon fils. Je ne peux pas l'anesthésier car c'est mon fils. Je vous laisse avec cette indication. Vous m'expliquez et vous m'expliquerez toutes les questions qui vous sont posées dans cette énigme, toutes les interrogations dans ce qui semble être complètement incompréhensible entre un père qui meurt sur l'autoroute et l'anesthésiste qui rentre dans la salle et qui reconnaît son propre fils. Et on va avancer sur la prochaine slide et on essaiera de résoudre ensemble l'énigme. Pour ceux qui la connaissent, et j'en ai vu certains sourire, ne révélez pas les informations. Alors, quand on parle de biais cognitifs, on a souvent tendance à se les représenter comme des erreurs. Biais égale erreur, cognitif égale cerveau, et erreur du cerveau égale biais cognitif. C'est pas si simple que ça, et ça même, pour être dans la lapalissade, même bien plus complexe que ça n'y laisse paraître. Vous avez sous les yeux une slide, alors elle est un peu peut-être petite chez vous, mais elle reprend entre 180 et 200 biais cognitifs qui ont été identifiés par les sciences cognitives. Cette carte, donc, elle représente le fonctionnement de notre cerveau face à une contrainte majeure qui est qu'on vit dans un monde où il y a trop d'informations en haut à droite, il n'y a pas assez de sens et il y a un besoin d'agir vite. Et c'est là où c'est intéressant de ne pas réduire les biais cognitifs à de simples erreurs du cerveau. Il y a aussi un certain nombre de biais cognitifs qui sont là originellement, préhistoriquement presque, j'ai envie de dire, pour nous rendre un grand service qui est de trier le monde, trier les informations, de manière à les rendre moins conceptuelles, plus pragmatiques, afin d'agir efficacement en situation. Ça, c'est assez intéressant de se dire qu'effectivement, quand vous parlez en société, dans vos dîners mondains, des biais cognitifs, et qu'on a tout de suite quelqu'un qui lève la main pour dire que ce sont des choses qui nous perturbent et qui sont des erreurs de décision, il faut bien avoir en tête qu'à un moment donné aussi, ça peut nous servir mal, parce que ça conduit à des restrictions de compréhension du monde qui nous entoure, ça y met du sens là où forcément ce n'est pas forcément le bon sens qui est mis, ça nous permet d'agir vite, mais néanmoins avec un manque d'acuité dans la décision, mais ça permet aussi d'agir, de penser et de combler le vide. Je reprends un petit peu l'information en haut à droite sur le trop d'informations. Notre cerveau, il doit filtrer. Il doit filtrer énormément d'informations, des informations qui sont des milliers de signaux. Pour reprendre un terme en psychologie, on parle de milliers de stimulus. Des informations qui sont visuelles, des informations qui sont sonores, des informations qui sont sensorielles avant tout, mais aussi des informations émotionnelles, des signaux faibles, des interactions sociales, des choses que l'on voit chez les autres, dans l'environnement, à l'intérieur de soi. Et on n'a pas la capacité cognitive en tant qu'être humain de traiter toutes ces informations. Donc notre cerveau, il fait quelque chose d'assez intelligent, en quelque sorte, il sélectionne. Il sélectionne avec un certain nombre de biais, mais il sélectionne pour faire en sorte que
pour faire en sorte, pardon, que cet ensemble de stimulus ne vienne pas percuter trop souvent, trop longtemps et nous fatiguer en termes de charge cognitive. Donc, il sélectionne un certain nombre d'informations. Le cerveau, il fait face aussi à une autre typologie d'ambiguïté, c'est celle du sens. Le monde dans lequel nous évoluons est super ambigu. Je vous donne un exemple. Il pleut et nous avons un arc-en-ciel, même si c'est un peu logique en termes quand on connaît la rationalité du truc. Je vais vous en donner un autre parce qu'il n'est pas forcément un bon exemple. Il pleut et en même temps il fait très chaud. Vous rencontrez quelqu'un qui pleure lorsqu'on lui raconte une blague ou qui, au contraire, rigole à un enterrement. Bref, vous avez des choses un peu ambiguës, incompréhensibles. Mais notre cerveau, il aime pas ça, l'incertitude. Et donc, il va venir combler le vide, l'incompréhension, pour donner du sens à une analyse qui ne permet pas de reprendre le contrôle. Donc, il va donner du sens pour amoindrir l'ambiguïté. C'est originellement, préhistoriquement intéressant, mais ça peut conduire à des contresens. Il y a un troisième avantage, on va dire, à ces biais cognitifs, c'est qu'ils nous permettent d'agir vite. Ils nous permettent d'agir vite et d'avoir de l'action efficace, comme aimerait à dire Michael Pichat, le fondateur du cabinet CRISIP. C'est pas complètement déconnant de se mettre à courir dans le même sens qu'un groupe de personnes qui fuit quelque chose, sans avoir analysé au préalable la raison de cette course. Accessoirement, ça peut vous sauver la vie. Vous avez observé, vu, rationnellement, tout le monde court, vous ne savez pas pourquoi, vous courez en même temps. C'est instinctif, intuitif, c'est peut-être extrêmement déconnant parce que ça ne sert à rien, ça crée des mouvements de foule. Mais si vous avez une attaque quelconque dans un centre commercial, ça peut accessoirement aussi vous sauver la vie. Donc voilà un peu les biais cognitifs qui ne doivent pas être réduits juste à leur fonction d'erreur, mais aussi se rappeler qu'ils sont originellement adaptatifs car ils économisent de l'énergie cognitive, ils permettent des décisions rapides ou peut-être à un moment donné ça peut vous sauver la vie. Ils favorisent aussi la cohésion sociale, souvent en simplifiant le réel. Ils vous permettent aussi de créer du lien plus facilement que ce que ne pourrait le laisser penser une dynamique de groupe. Et donc tout ça est intéressant d'avoir déjà en tête qu'effectivement, ces biais cognitifs, pour ne retenir qu'une chose sur cette slide, c'est qu'ils ne sont pas forcément opposés à l'intelligence, ils ne s'opposent pas à l'intelligence, ils sont le prix à payer pour avoir un cerveau rapide et efficace. Le biais cognitif, c'est le prix à payer pour agir vite, pour sélectionner les informations, pour gérer un trop-plein d'informations, pour donner du sens là où il n'y en a pas, pour aussi, je n'en ai pas parlé, se souvenir en haut à gauche de quoi nous devons nous rappeler, et pour prendre des décisions rapidement. Alors, pour comprendre les biais cognitifs, faut comprendre un petit peu la machine qui les produit. Et il y a un auteur qui fait assez consensus sur le sujet, qui est même originellement à l'origine d'un certain nombre d'études et puis de références quand on parle de biais cognitifs. C'est un prix Nobel d'économie en 2002 sur la prise de décision en contexte d'incertitude qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a écrit un magnifique bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2 et qui pose le concept suivant. Il n'y a pas deux cerveaux, mais il n'y en a qu'un seul et qui aurait deux modes de fonctionnement. Bouton off, bouton on, en gros.
Le premier, on va commencer par le système 2, c'est celui qui est, et il appelle système 1, système 2. Le système 2, c'est le système rationnel. D'accord? C'est celui qui produit des pensées rationnelles, mais qui sont aussi lentes, parce qu'elles elles sont obligées d'être conceptualisées longuement, parce que réfléchir, hein, accessoirement, ça prend du temps et puis ça prend de l'énergie. Réfléchir, c'est fatigant, mais réfléchir, ça permet d'avoir des décisions qui ont une certaine précision, et donc cette pensée lente, rationnelle, ce système 2, il vise la précision. À tel point que Kahneman nous dit que cette pensée lente, elle est tellement précise et tellement fatigante en termes de charge cognitive qu'elle ne marche qu'une heure et demie par jour. Une heure et demie par jour, sur une journée de travail de 8 heures, ça fait quand même pas beaucoup. Et puis en plus, il rajoute que non seulement c'est une heure et demie, mais c'est pas une heure et demie d'affilée. C'est quand même encore plus ennuyeux. C'est par-ci, par-là. Imaginons que vous ayez pour une heure et demie 15 à 20 décisions à prendre par jour, ça vous fait pas beaucoup de décisions qui seraient rationnelles et qui seraient prises par le système 2. Ça veut dire que chaque matin, on se lève avec un stock de décisions de 15 à 20 décisions rationnelles. Une fois qu'on les a bouffées, c'est mort. En gros, une fois qu'on a bouffé nos 15 à 20 décisions, on se fout devant le canapé, on regarde la télé et on met la mire. Hein, pour ne plus avoir à décider. Et il y a une anecdote à ce sujet d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Le patron de Facebook, dont j'ai oublié le nom, vous pouvez me le dire en commentaire si vous l'avez, je l'ai plus en tête. La rumeur dit qu'effectivement, il s'habille toujours de la même façon pour ne pas griller justement ce système de décisions rationnelles qui sont un stock réservé, un petit stock, et donc éviter de penser le matin à comment on s'habille, qui est une décision rationnelle, lui permettrait d'éviter de griller une décision qu'il voudrait utiliser pour une autre décision plus rationnelle dans son boulot. Alors le système qui vient un peu nous sauver la vie pour éviter d'être dans cette surcharge cognitive, c'est le système 1. Lui, c'est la pensée rapide et c'est la fameuse intuition dont on parlait, Nathalie. C'est la pensée qui, elle, vise plutôt le bien-être, l'énergie. Ça, c'est le cerveau qui se contrefout complètement de prendre des décisions rationnelles. Lui, sa mission, quand vous vous levez le matin, c'est de vous faire passer une bonne journée. Avec le moins d'informations possible, le plus de plaisir et le plus de simplicité. Le système 1, il agit par exemple quand vous rencontrez une dame âgée que vous aidez à faire traverser la rue, vous allez instinctivement vous approcher d'elle et vous allez faire deux choses complètement irrationnelles. Vous allez lui parler fort et vous allez ralentir votre débit de voix. Parce que intuitivement, en termes de pensée rapide, et vous allez me voir arriver avec mes gros sabots, c'est comme ça que se créent aussi les stéréotypes sur les personnes. Vous pensez que personne âgée de plus de 80 ans traversant une voie de circulation, et pour venir l'aider, vous allez devoir effectivement s'adresser à elle avec un débit faible dans la voix et un son très 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 fort. Alors ça marche. Si la personne est effectivement sourde, ça marche un peu moins et vous allez vous faire engueuler si la personne effectivement ne l'est pas. Et vous allez avoir créé ce qu'on appelle effectivement les stéréotypes qui sont aussi une forme de biais cognitif. Ce qui n'est pas forcément le sujet ici, mais qui est aussi une forme de biais cognitif. Je vous donne un autre exemple, même si je vais carrément griller mon temps et que je vais largement dépasser l'heure, mais du coup je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Je vous donne un autre exemple. Moi je suis psy de formation. Eh bien, n'empêche que quand j'allume la radio et que je tombe sur mon horoscope, j'ai beau savoir qu'il y a 8 milliards de personnes quand mon système 2 prend le relais et que sur 12 signes, ça fait quand même beaucoup de personnes en même temps qui vont vivre la même journée si on croit à l'horoscope,
Mais n'empêche que quand je suis dans ma salle de bain, que j'allume ma radio et que j'entends parler du signe de la balance qui va passer une très bonne journée, bah, mon système 1 reprend le relais et dit bah c'est vachement cool, je suis vachement contente et je me sens bien avec ça. Et imaginez même que l'horoscope me dise bah finalement tu vas passer une mauvaise journée parce que les balances bah c'est pas du tout Jupiter qui est dans le qui est dans le bon truc en ce moment. Et ben c'est là mon système 2 qui va reprendre conscience et qui va dire qu'est-ce que c'est que ces conneries, de toute façon j'y crois pas. Donc vous voyez l'intérêt aussi de ces systèmes, c'est de se dire que on passe de l'un à l'autre en fonction de ce que l'on recherche et de l'objectif de la situation, mais que bien souvent, on y est pris malgré soi dans l'utilisation d'un système 1, et que si on veut aller vers le système 2, ça nécessite aussi d'aller chercher de l'énergie, de dépenser de l'énergie pour aller activer et mettre le système 2 en bouton on. Alors en termes de définition, et si vous voulez une définition précise, je vous en donne une. Le biais cognitif, c'est quoi? C'est une erreur qui est statistiquement partagée par un certain nombre de personnes, pour reprendre un petit peu tout ce que je viens de vous dire, indépendant de l'intelligence, évidemment. C'est quelque chose qui est automatique, qui opère sans que nous en ayons conscience. Et ça va même au-delà, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que même si vous en avez conscience, vous y restez soumis. Un biais cognitif, c'est exactement la même chose qu'une illusion d'optique. Vous avez beau savoir que vous êtes soumis à une illusion d'optique, néanmoins, elle est toujours là. Le biais cognitif, c'est pas loin de l'illusion d'optique. C'est socialement généré, un biais cognitif. C'est socialement généré et entretenu par des systèmes sociaux transmissibles de génération en génération, sauf à couper à un moment donné avec un système 2. Et c'est universel, universellement partagé. J'entrerai pas dans les différences multiculturelles, interculturelles des systèmes de biais cognitifs. Ça dépasse un peu mon niveau de compétence. Je me suis assez persuadée et preneuse de vos indications, si vous le savez, de la probabilité que les biais cognitifs soient différents selon que l'on rentre dans un système culturel ou un autre. Mais je pense que ça doit agir. Maintenant que vous avez touché du doigt un petit peu comment fonctionne le cerveau et comment il y a cette alternance du système 1 et du système 2 dans un seul cerveau, je voudrais qu'on parle un petit peu des implications managériales parce que c'est le sujet de cette intervention. Combien vous croyez qu'on prend de décisions par jour? On prend 35 000 décisions par jour. À partir du moment où vous levez vos paupières, quand vous vous levez jusqu'au moment où vous couchez dans votre lit, et encore vous ne dormez pas, vous prenez environ 35 000 décisions quotidiennes par jour. Enfin, quotidiennes par jour, c'est la même chose. Si on estime qu'il y a 5%, allez, à la louche, je vous la fais à la louche, madame, 5% de décisions qui seraient biaisées, je vous fais le calcul très rapidement, ça fait environ 1700-1750 décisions qui seraient remplies de biais cognitifs. Vous imaginez le poids du truc dans notre décision. Cette question, elle est importante quand vous êtes comme moi coach psy, elle est vitale aussi si vous êtes manager, quand vous estimez que le poids de vos décisions sont aussi des décisions managériales et qu'elles comportent ne serait-ce que 5% d'erreurs, ça veut dire que potentiellement, il y a des implications managériales sur des décisions qui sont liées à des décisions de recrutement, à des décisions de promotion, à des décisions de gestion de projet, à des décisions de sanctions, de recadrage, de gestion de priorité, qui sont impactées par un certain nombre de décisions sur lesquelles vous êtes, de biais, pardon, sur lesquelles vous allez être vulnérable et influencé à l'insu de votre plein gré, comme dirait l'autre, par vos biais cognitifs automatiques. Le problème, c'est pas de savoir donc si on a des biais. Le problème, c'est de savoir comment ils apparaissent. Je viens de vous le dire, et comment on peut essayer, de les d'en prendre conscience. Alors, je vous propose qu'on avance.
je vous ai mis sur cette page un certain nombre de biais qui peuvent intervenir dans un certain nombre de pratiques managériales qui sont celles d'un manager classique dans une entreprise. Quand il fait face à des dispositifs de recrutement, lorsqu'il doit évaluer la performance et ou le potentiel d'un certain nombre de ses collaborateurs, lorsqu'il doit entrer dans une décision de feedback, très structurée, une décision de feedback un peu entre deux portes comme ça, ou quand il doit soumettre son avis lors d'une promotion. Peut-être que vous avez envie de me dire, je les ai déjà catégorisés, donc je me suis dit qu'on pourrait se trouver des situations, alors j'en ai trouvé pour vous, si jamais vous êtes un peu sec, mais je pourrais vous tendre le micro et me dire, voilà, choisissez-moi pour quelqu'un qui a envie de prendre la parole, une pratique managériale, et si vous connaissez le biais, peut-être nous donner pour l'assistance, et nous faire partager un petit peu ce que vous pensez être l'illustration dans le domaine du management de ce biais. Le biais de confirmation, par exemple, il est assez simple. Sur le recrutement, j'ai un exemple vécu. Alors, est-ce que ça correspond? On verra. Mais typiquement, tous les candidats sont nuls, sauf ceux qui viennent de mon école, par exemple. C'est pas loin de ça, effectivement. Le biais de confirmation, c'est aller chercher inconsciemment les informations qui viennent confirmer ce que tu penses déjà. Donc, si tu penses déjà qu'effectivement ton analyse est que ceux qui viennent de ton école sont forcément aussi ceux qui détiennent les compétences que tu recherches, tu vas forcément non seulement trier les CV qui sont dans ce sens-là, mais aussi appeler les personnes qui sont en priorité dans cette école, et puis certainement donner une part de tes décisions plus favorable à ces personnes-là que d'autres personnes qui tout autant pourraient avoir les mêmes compétences, mais dont ton cerveau a coupé, sélectionné l'information qui ne viendrait pas confirmer ce qu'ils pensent déjà. Tout ça part, et vous l'avez compris, pour éviter la surcharge cognitive et pour éviter l'effet rationnel qui prend du temps, qui complique la prise de décision et qui fatigue intellectuellement. C'est exactement ça. L'effet de contraste en recrutement, ça vous parle? Le biais, quelquefois, a une définition, ou en tout cas une dénomination qui est assez lucide pour qu'on se rende compte de ce qui se cache derrière l'effet de contraste. L'effet de contraste, c'est assez simple. Moi, je veux bien, Florence. Par exemple, ce serait, je recrute, j'ai plusieurs candidats et tous ont les mêmes qualités, mais il y en a un qui va me sembler moins compétent parce qu'il vient de passer en entretien juste après un candidat avec un super profil. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est quand un recruteur effectivement enchaîne 2 entretiens, que l'on passe 2 candidats, que l'un est exceptionnel et que celui, par effet de contraste, par comparaison, paraît bien moins bon que le premier, alors qu'il aurait été jugé tout à fait convenable, pris isolément en dehors de cet entretien. Donc ça, c'est des choses qui peuvent jouer dans le recrutement. Dans l'évaluation de la performance ou du biais ou du potentiel, vous avez l'activation possible du biais de récence. Est-ce que ça vous parle? Le biais de récence. Facile quand on connaît le mot. Je pense que ça me parle, moi, en fait. C'est d'évaluer la performance sur ce qui s'est passé la semaine dernière et pas considérer toute la période, quoi. Effectivement, on est sur le biais qui consiste à donner plus de poids et presque un poids disproportionné aux événements plus récents en occultant totalement l'année complète du collaborateur. Moi qui fais du talent management dans ma boîte, c'est des choses que je vois énormément dans l'évaluation de la performance et du potentiel, où j'ai souvent des évaluations qui sont faites sur les 3 derniers mois et l'oubli total de ce qui a pu être excellent, voire hyper performant dans les mois précédents, enfin dans les mois avant ces 3 mois, et qui ont été complètement occultés par le cerveau parce que ça prend beaucoup de place, parce que ça nécessite d'aller chercher l'information.
Le biais d'autorité, alors moi je le vois tous les jours aussi dans mon cabinet, qui est un cabinet très hiérarchique en termes de grade. Le biais d'autorité, ça parle à quelqu'un. Le biais d'autorité dans l'évaluation de la performance, c'est lorsque l'avis d'une personne influente, et en général un chef, a une prise de a du poids, a plus de poids dans la prise de décision que les faits en eux-mêmes, et donc que le groupe autour en contrepoids. Donc on est dans un biais social, un biais de groupe très fort, qui est le biais de l'autorité, qui va venir prêter une attention plus particulière au fait que l'on ne retient que l'évaluation du manager ou du leader, et qui va venir un peu impacter la décision du groupe, qui va se rallier finalement à la décision du chef. Ça, c'est assez classique, et c'est des biais qui sont bien connus de la psychologie cognitive. En termes de feedback, le biais d'ancrage, qui est un peu le pendant du biais de récence. Quand le biais de récence ne retient que les dernières informations, le biais d'ancrage ne retient quoi? Un élément qui nous a particulièrement interpellé, c'est ça, non? C'est quand le biais d'ancrage, c'est quand la première information que l'on a de la personne ne retient que et uniquement notre attention. C'est par exemple un collaborateur qui va être évalué uniquement à travers la première perception qu'il a donnée de lui. Imaginons les 2 premiers mois de son activité, il a été très je sais pas quoi, en retard, pour des raisons qui n'étaient pas attribuées à lui ou attribuables à lui, et on va retenir, malgré l'évolution récente de ses performances, que ce biais d'ancrage de retard. Et donc vous allez avoir des feedbacks qui vont être, et qui peuvent s'appliquer aussi à l'évaluation de la performance, qui vont être uniquement basés sur ce biais d'ancrage. L'erreur fondamentale d'attribution, elle est aussi sympa. Elle est aussi assez sympa. Vous la connaissez, l'erreur fondamentale d'attribution? C'est expliquer les résultats par la personnalité, et non pas le contexte externe, l'écosystème. Ça veut dire qu'on va essentialiser la performance à une personnalité, et non pas à un contexte ou un environnement. C'est par exemple dire à une personne, elle manque totalement de motivation, et donc renvoyer à une problématique interne de motivation, une explication là où peut-être le cerveau n'est pas allé chercher le fait qu'elle était une personne aidante, et donc que son cerveau n'était pas forcément toujours à un moment donné au boulot, et qu'elle devait aussi gérer pas mal d'absences dans son équipe, et que elle devait faire face à une réorganisation complexe de son pôle. Enfin, je vous dis n'importe quoi. Bref, c'est aller chercher chez la personne, et dans ses dispositions particulières liées à sa personnalité, des explications qui auraient pu aussi s'expliquer, enfin qui auraient pu aussi être données par le contexte. Dans le cadre de promotion, le biais d'aversion à la perte. Moi, je l'adore celui-là. Le biais d'aversion à la perte. Alors, je suis sûre que vous en faites preuve aussi chez vous dans des situations bien particulières aussi, plus privées. Le biais d'aversion à la perte, c'est la persistance de sa prise de décision et de son comportement, malgré toutes les alertes qui se trouvent autour de vous. Je le dis autrement et plus facilement. Vous allez continuer à regarder, et je sors de la compétence managériale, vous allez continuer à regarder un film qui vous emmerde prodigieusement, pardon pour le gros mot, mais parce que vous avez fait une file d'attente de 3 heures pour regarder le film, et payé 25 € votre place parce que c'était un film d'auteur, mais pour éviter de revenir en arrière et de vous dédire par rapport à votre décision initiale qui était de regarder ce film, vous allez jusqu'à l'épuisement de cette décision, qui est de ne jamais revenir
sur votre décision malgré les éléments tout autour de vous qui vous disent stop, alerte, alerte, alerte. C'est donc un biais d'aversion à la perte qui va conduire en termes de management à tout le temps, par exemple, soutenir une personne que vous avez recrutée, qui potentiellement peut-être aussi vient de votre réseau. Vous l'avez recruté, vous lui avez donné votre confiance, vous êtes sûr vous étiez sûr au moment de son recrutement de la performance de cette personne. Il se trouve que malheureusement ça ne top pas, que malheureusement elle n'est pas bonne, et qu'à un moment donné il faut en tant que manager se séparer de cette personne. Eh bien, si vous êtes tenu par le biais d'aversion à la perte, vous allez maintenir, payer des coachings, soutenir la personne, peut-être faire aussi des erreurs fondamentales d'attribution quand vous allez tenter aussi de soutenir une promotion pour elle, et vous allez cumuler un certain nombre de biais, tout simplement parce que vous avez activé dans votre cerveau cette aversion à la perte qui consiste à ne pas se dédire et à ne pas se dire mince, j'ai fait une bêtise. Donc ça, c'est aussi intéressant dans le cadre d'une promotion, s'interroger sur ce système-là. J'avance sur cette salle parce que c'est un peu le petit tips avec lequel j'aurais envie de vous faire repartir, et étant donné qu'il est déjà 18h54, je vais laisser tomber la petite mise en situation, mais vous aurez compris le sujet. En fait, je vous dois une recette, néanmoins, mais je dois quand même vous dire la vérité. La vérité, c'est que si j'ai une petite recette ici, elle n'est pas forcément hyper magique. Parce que les biais, ils existent, ils fonctionnent comme des illusions d'optique. Et si vous connaissez les illusions d'optique, vous avez beau les regarder, je pense notamment à ces carrés et ces fonds gris qu'on voit à côté d'un fond blanc et qui va être plus ou moins gris ou plus ou moins noir à côté d'un fond blanc. Vous avez beau le savoir, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, à chaque fois que vous voyez l'illusion d'optique, vous replongez dedans. Votre cerveau n'est pas en capacité de voir les choses. Les biais cognitifs, c'est un peu la même chose. Vous avez beau savoir qu'ils existent, vous y êtes quand même soumis. Vous pouvez pas y échapper. Il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que l'erreur, elle est prévisible parce que le biais, il est récurrent. Vous le connaissez. Confère la slide précédente. Il y a des biais qui s'activent dans des pratiques managériales précises. Ça veut dire que le biais, il peut revenir. Si vous y avez été soumis une fois, vous avez potentiellement la possibilité d'y être soumis une deuxième fois. Alors, quand on sait la direction générale de l'erreur, quand on sait que, par exemple, on est soumis à l'effet de contraste en recrutement, on peut se dire, faut que je fasse attention à l'ordre dans lequel je vois les candidats. Il faut que je fasse attention à un certain nombre de choses. Ça, vous pouvez un petit peu vous faire une alerte dans votre cerveau. Mais quand vous savez pas et que vous ne connaissez pas la direction générale de l'erreur, celle qui va vous faire commettre l'erreur parce que vous n'avez pas identifié le biais cognitif, là, à mon sens, il y a un petit tips à avoir en tête, que j'emprunte, comme je vous le disais, à Olivier Sibony, et je vous laisse regarder toutes ces vidéos ou tous ces podcasts parce qu'il prend beaucoup la parole sur le sujet. Il dit, Olivier Sibony, il faut structurer sa prise de décision autour des 3D. Et les 3D, je vous les donne, c'est les 3D suivants. Pour prendre une décision, il faut s'assurer d'être dans une collégialité et donc d'être dans une dynamique collective. Pour limiter vos erreurs, il faut structurer votre prise de décision en collectif. Et donc, votre pratique managériale, il faut la soumettre, vos décisions managériales, il faut la soumettre à une communauté de pratique de managers. Ça, c'est une première chose, mais ça suffit pas. Non seulement il faut cette collégialité, mais il faut rentrer dans une technique dite de discorde, c'est-à-dire qu'il faut se soumettre à une argumentation confrontante dans un débat d'idées. Votre prise de décision, énormément biaisée par un certain nombre de biais dont vous ne connaissez pas l'erreur, l'orientation vers lesquelles va vous mener en termes d'erreur, nécessite que vous alliez dans un débat d'idées, dans une méthode de confrontation, pour ouvrir le champ des possibles et se confronter à une vision différente de la vôtre. Bref, il faut faire un petit peu ce qu'on appelle en coaching une métaposition, c'est-à-dire se regarder
en train d'agir et se donner un temps de décentration par rapport aux décisions qu'on prend. Ce regard, il peut être porté par vous-même en termes de décentration. Vous vous regardez agir, ou alors il peut être apporté par le discorde, c'est-à-dire être regardé par un groupe de pairs avec qui on confronte et on se confronte. Il ne s'agit pas juste d'aller dans la dynamique collective, se soumettre au biais de groupe, et d'être dans le biais de désirabilité sociale, qui serait le biais de on prend tous et ensemble la même décision qui est biaisée. Non, il s'agit de se mettre en groupe et d'aller dans une confrontation d'idées. Et contre-intuitivement, pour prendre une meilleure décision et être dans cette architecture de décision qui vaut le coup et qui serait débiaisée, c'est se donner une deadline. C'est arrêter la décision à un moment donné avec une deadline. Donc je vous donne ce petit tips que moi j'essaye aussi de mettre en œuvre dans mes prises de décision managériales. C'est la dynamique collective, c'est le discord et c'est la deadline. C'est, pour reprendre une métaphore avec l'IA, c'est comme ça que vous serez un manager augmenté pour pouvoir prendre des décisions plus fiables, menant à une action réellement efficace et non pas contre-productive. Merci à vous pour cette présentation très enrichissante. Merci à vous tous d'avoir participé avec nous à cette soirée et puis à très bientôt et merci à tous.